Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à tous et bienvenue dans 6388, votre podcast qui vous parle de création de jeux de société. Je suis Zéphiriel et pour parler de tout cela, bien sûr, je suis accompagné du merveilleux Théo Rivière. Bonjour Théo. Salut Zéphiriel, comment vas-tu ? Ça va très très bien et toi ? Eh bah écoute, ça va, ça fait un petit temps encore une fois qu'on n'a pas réussi à se capter pour enregistrer, donc je suis content d'enregistrer l'émission avec toi, surtout qu'on a encore une fois des invités absolument incroyables. Et bien sûr qu'on a des invités absolument incroyables et grâce à toi qui a tant de connaissances dans ce monde ludique, est-ce que tu peux les introduire ? C'est pas souvent moi qui fais ça, c'est pas mal. On a le plaisir d'enregistrer une émission qui va parler d'un métier qu'on n'a pas encore très très abordé dans 6388, à savoir le métier de ludicaire. Et pour ça, on a le plaisir de recevoir Rachel, qui travaille au Passe-Temps à Toulouse. Salut Rachel. Coucou Théo, coucou Zef. Eh bien, ravi d'être avec vous. Trop bien. Et Lucie Marie, qui travaille à Sortilège à Angers. Salut Lucie Marie. Et salut Théo, salut Zéphiriel, salut Rachel. Et puis bonjour à tous. Et effectivement, on a le plaisir, le bonheur et le privilège de vous recevoir dans l'émission pour... on va essayer de discuter ensemble, de faire un point sur ce métier de ludicaire et sur le côté évolution du monde du jeu. C'est intéressant parce qu'en fait, quand j'ai commencé à discuter avec Théo de ça et quand j'ai commencé à faire le conducteur sur ce métier, j'ai eu l'impression que ludicaire, c'était un mot, un métier qui était assez nouveau pour moi. Et j'ai parfois du mal même à le dire normalement. Et alors que c'est peut-être moi qui me fourvoie complètement sur son usage entre guillemets. Est-ce que pour vous c'est quelque chose qui est apparu au moment où vous avez pris ce métier ou est-ce que c'est complètement nouveau aussi et je me trompe pas, Rachel ? Moi je travaille en boutique de jeux depuis peu de temps, enfin 2 ans et demi maintenant, mais et c'est le mot que j'ai toujours entendu. Alors moi, quand j'ai postulé comme vendeuse polyvalente parce que c'est la vision du métier que j'avais et ça reste une réalité. Et un jour, j'ai posé la question de manière toute innocente à Bruno, qu'est-ce que c'était ludicaire ? Et il a fait forcément le rapprochement avec un autre produit culturel qui est le livre, évidemment. Il me dit, c'est de la vente, certes, mais c'est de la vente conseil, de la vente spécialisée, de la vente qui nécessite de la pertinence et de la connaissance de son produit. Donc, si tu me demandes depuis quand le terme existe et depuis quand le terme est réellement utilisé, là par contre, je n'en ai aucune idée. Lucie Marie, peut-être... Et ben voilà, c'est là où le moment où la vétérante arrive en jeu. Alors, moi je suis plus comme toi, Zéphiriel, ça y est, je suis habituée aux mots. J'ai mis vraiment un petit peu de temps à m'y faire. En fait, moi, la première fois que je l'ai entendu, c'est au GBL, au groupement des boutiques ludiques. Alors, pour le coup, je ne sais pas. Moi, je vais l'attribuer à François Descamps parce que c'est lui que j'ai entendu en parler en premier. C'est peut-être pas à lui qu'il faut l'attribuer, mais en tout cas c'est là que j'en ai entendu parler en premier. On a plein de sujets au GBL et c'était un des sujets, c'est est-ce que maintenant on se donne ce nom-là ou pas. Donc il y avait eu plein de propositions, mais c'est pour le coup avec mon ancienneté dans le milieu, pour le coup c'est assez nouveau. Mais moi, ça y est, j'y suis habituée. La première fois, ça m'a un peu écorché les oreilles. J'avais du mal, ludicaire, j'avais du mal, enfin, comme tout nouveau mot. Et puis maintenant, pour le coup, je l'ai vraiment intégré. Et si tu me demandes de quand ça date, je sais pas, au moins 4 ans. 3-4 ans la première fois où j'en ai entendu parler. Ouais, à peu près. Et puis je l'emploie maintenant, je dirais, depuis 1 an ou 2. Il fait partie de mon vocabulaire et si, maintenant ça m'arrive de me présenter comme ça aussi. Ouais.
Théo, toi, de ton côté, est-ce que ça t'a choqué comme moi? Enfin, choqué, c'est un bien grand mot, mais est-ce que ça t'a interrogé aussi ou ça me paraît logique pour toi? En fait, je me souviens aussi un peu, comme Lucie Marie, du moment où c'est arrivé, effectivement, avec le groupement des boutiques ludiques, avec ce côté de dire, en fait, on dit pas un vendeur de livres, mais on dit un libraire, et si on veut porter le jeu comme un objet culturel, il faut qu'on arrive à le porter aussi par les métiers de personnes qui sont en boutique, et donc l'arrivée de cette notion de ludicaire, et pareil, au début, c'était genre... Bon là, c'est chiant, j'ai pas envie de dire un nouveau mot là, vendeur de jeux, vendeuse de jeux, ça allait très très bien. Et au fur et à mesure, je me suis habitué, aussi parce que forcément, on en parle régulièrement, mais le fait de porter le jeu comme un objet culturel, c'est quelque chose qui me parle forcément. Et c'était aussi un moyen de remettre ces métiers en avant de manière différente, avec ce que Rachel expliquait, et on va y revenir évidemment, puisque c'est le sujet principal de l'émission, mais aujourd'hui, être ludicaire, c'est pas simplement être vendeur, vendeuse de jeux, et se dire, je suis dans une boutique, quelqu'un arrive et dit bonjour, vous avez King of Tokyo, et je fais oui, voilà, 36 €, bonne journée, à bientôt. Et c'est plus que ça, comme le métier de libraire n'est pas que de vendre des livres, mais d'aller un peu plus loin aussi. Donc pareil, au début j'ai été un peu heurté, c'est pas le bon mot, mais j'ai eu du mal à m'y faire en fait, parce que c'était un nouveau mot et c'était une nouvelle nomenclature. Mais maintenant je comprends vraiment la pertinence du mot, je l'aime vraiment bien, et je trouve que c'était une très belle initiative qui a été vraiment embrassée par le milieu assez rapidement, et qui maintenant fait partie en tout cas de notre langage commun à tous et toutes, ce qui est vraiment une belle chose, je pense. Oui, je suis assez d'accord, ça donne vraiment une utilité au mot, et en fait ça rend un peu, alors c'est un peu peut-être grandiloquent, mais ça rend vraiment hommage en fait au fait de dire que les personnes qui pratiquent ce métier ont ce besoin de connaissance qui est effectivement comme un libraire pour pouvoir connaître son métier, connaître les produits qu'il vend, et c'est très très bien. Du coup, je suis complètement sorti directement du conducteur avec ma première question. Je sais pas, comme ça m'est venu au moment où on a commencé, mais commençons par le commencement. On va commencer par faire la présentation de nos interlocutrices, donc de Rachel et Lucie Marie. Qui veut commencer depuis... Alors, on a eu la première question que j'avais posée, c'était depuis combien de temps vous faites ce métier? On a déjà une première indication avec la première question. Rachel, tu disais que ça faisait 2 ans et demi, c'est ça? Ça fait 2 ans et demi, donc je suis toute jeune du coup. Est-ce qu'on peut dire que tu es novice dans le monde ludique ou pas? Ce qui est pas forcément la même chose que dire que ça fait que 2 ans et demi que tu y travailles. Novice dans le monde ludique, oui. C'est mon seul contact avec le monde du jeu, c'est depuis que je suis arrivée à la boutique du Passe-Temps. Toi, Lucie Marie, ça fait bien plus longtemps. Tu disais que tu étais un peu vétérante. Oui, puisque là, la boutique va fêter ses 30 ans en 2022, donc j'ai 31 ans dans ce milieu-là. La première date où j'ai ouvert le premier magasin, donc ça fait super bizarre. Ça fait super bizarre, ouais. Comment vous en êtes venu à ce métier, Lucie Marie, pour commencer? Eh ben écoute, tu t'avais mis une question toute simple qui était, je sais plus, tu nous avais envoyé dans le conducteur. Oui, t'avais dû libeller ça comme ça. Et le premier truc qui m'est venu à l'esprit, c'est, moi je suis tombée dedans dans la marmite parce qu'en fait, j'ai toujours baigné dans le jeu, mais sans en avoir conscience, comme t'as des gens qui ont la chance de baigner dans la musique, dans la peinture, dans n'importe quel art ou n'importe quel milieu. Moi, j'ai toujours baigné dedans, mais sans aucune... surtout à l'époque, il y a 30 ans, sans aucune notion. Et lorsque mon père m'a demandé d'ouvrir la boutique pour lui, parce que comme des centaines de personnes, il s'est dit je vais finir ma vie professionnelle en faisant vraiment le truc qui me fait kiffer, c'est d'ouvrir un magasin de jeux. Il devait clôturer un petit peu son parcours. Il m'a dit écoute, j'ai 6 mois, si tu peux m'ouvrir la boutique pendant 6 mois. Et je lui dis mais non, je lui dis qu'est-ce que tu veux, mais j'y connais rien, Et au fur et à mesure que je mettais les trucs en boutique, je faisais si ça je... oui, ça, ça c'est bien aussi. Ça, en fait, alors, on va tout remettre en contexte. En 1991, maître des jeux, d'ailleurs, à l'époque, on a ouvert une boutique hybride jeux vidéo, jeux de société, et les jeux de société faisaient, en tout et pour tout, 2 étagères. J'avais 2 étagères de jeux de société, presque autant, voire plus de jeux de rôle, et puis un tout petit peu de figurines.
Mais c'était, enfin, il y avait Eurogames, jeux des cartes, Ludo Délire, et puis sûrement d'autres, mais je m'en rappelle plus. Enfin, ça allait très très vite, mais vraiment, j'avais aucune conscience d'avoir cette connaissance. Pour moi, elle était naturelle parce que j'avais un père qui était hyper joueur, et donc, bah voilà, en fait, je connaissais déjà, et puis après, bah, le métier, il est venu, sur le tas. Rachel, toi, comment tu es venue à ce métier ? J'ai toujours été vendeuse en fait. J'ai toujours travaillé dans la vente et très vite dans ce qu'on appelle des boutiques spécialisées. Alors, pour l'anecdote, j'ai travaillé en papeterie, mais mon métier précédent, juste avant le passe-temps, celui que j'ai quitté pour aller au passe-temps, je vendais, attention, très spécialisé, je vendais du sous-vêtement masculin. Donc voilà, j'ai toujours travaillé dans la vente et un jour cette annonce est arrivée, c'est-à-dire que je suis pas carriériste, le travail ça reste surtout un gagne-pain, et un jour cette annonce du passe-temps est arrivée et je me suis dit mais pourquoi pas vendre un produit que tu aimes ? Et voilà, j'ai postulé, j'ai eu la place et j'en suis ravi. Du coup, un produit que tu aimes, c'est-à-dire tu touchais déjà au monde ludique, tu étais déjà joueuse de ton côté, j'imagine. Ce qui est, j'imagine, forcément, si tu veux travailler dans ce métier, ce qui paraît logique, mais posons la question quand même. Oui, on a commencé... non, j'ai toujours beaucoup joué, mais à des choses très très classiques quand j'étais enfant, puis plus à des jeux de cartes étudiantes, etc. Puis on a eu des enfants et mon mari a voulu qu'on occupe le temps intelligemment avec les enfants, et c'est lui qui a acheté nos premières boîtes de jeux de société. Et c'est moi qui suis devenu complètement accro. C'est un bon retour des choses. Pour parler justement du type de joueuse que vous êtes plutôt... quel type de joueuse vous êtes en général ? Ça peut être gros jeu 4X ou jeu de cartes à 2 ou ce genre de choses. Où va votre préférence en général, Rachel ? Ça dépend avec qui je joue. Si j'ai le temps, si je suis en famille et qu'on est en vacances et que c'est l'hiver et qu'on est entre Noël et le Nouvel An, j'aime poser l'après-midi un gros jeu de gestion. Et si on me demande, je pense qu'au fond de moi, c'est ce que je préfère. Malheureusement, l'opportunité se présente plutôt rarement. Les vacances, la famille est disponible, tout ça. Donc je suis plutôt jeu tactique densifié dans les règles. On va prendre King Domino, Splendor, des jeux de cette essence-là. Et puis avec les amis et en asso, des petits trucs de fourberie rapides, un peu sales. Aucun type en particulier en fait. Ça marche très bien aussi. Lucie-Marie ? Eh ben écoute, moi je suis le type de joueuse que tu détestes, Zéphiriel, celle qui prend énormément de temps pour jouer. J'ai entendu ça dans un de tes podcasts, et je me suis dit ok, on se rencontrera avec Zéphiriel, mais peut-être qu'on jouera pas ensemble en fait. Mais à part ça, je vais rejoindre Rachel là-dessus. J'ai toujours du mal à répondre à cette question-là. J'aime jouer, mais comme le jeu c'est avant tout social, j'aime tout type de jeu. C'est-à-dire que j'ai pas ce que je vais aimer, c'est le jeu à un moment donné, mais avec les possibilités qu'on a. Et moi, je suis vraiment, que ça soit familialement, enfin, mis à part mon père. Mais dans la famille, j'ai pas de gros joueurs. Dans mes amis, hors milieu ludique non plus. Donc en fait, je suis toujours celle qui amène le jeu et qui fait découvrir le jeu. Et pour le coup, j'ai très peu de possibilités de faire des grosses parties. Et mes gros jeux sont vraiment appartiennent au passé. Donc maintenant, je suis plutôt dans du jeu vraiment du jeu rapide. J'ai plus beaucoup l'occasion de faire de grosses parties. Mais après, j'ai pas de jeu de prédilection. J'aime jouer vraiment, tout. D'accord. Bon, du coup, on pourra se retrouver à une table de jeu quand même. Tu vois, oui, on fera un jeu de rapidité. Là, je serais... Voilà, exactement. Je tiens quand même à préciser que c'est pas les joueurs qui prennent du temps que j'aime pas, ce sont les jeux qui demandent aux joueurs de prendre du temps. Je précise que j'ai rien contre les personnes en général. Ah ok.
Je me défends tout seul. Ok, Lucie Marie, garde un peu la parole. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce qu'est le réseau Sortilège et quel est toi ton rôle à l'intérieur? Alors, écoute, Sortilège, donc ça a commencé il y a déjà de ça un petit bout de temps. La première boutique dont je vous parlais, qui s'appelait d'ailleurs pas Sortilège, qui s'appelait Jeux et Merveilles, qui était donc un mix jeux vidéo, jeux de société. Et écoute, je crois qu'on a bien dû tenir, j'hésite entre 6 ou 9 mois. Voilà, ça a été très court. On a fait toutes les erreurs possibles et imaginables à l'ouverture de cette boutique. Je pourrais les énumérer, mais ça servirait pas à grand chose. Et quand il a fallu la fermer parce que vraiment c'était pas possible, mon père, qui était un entrepreneur de première, m'a dit: écoute ma fille, on a fermé une boutique, il faut savoir apprendre, on va en rouvrir 2. Et 6 mois après, on a ouvert Angers et Laval. Je connaissais pas du tout Angers. Cette fois-ci, on a fait les choses dans l'ordre. On a cherché un endroit où il y avait besoin d'une boutique, où on nous attendait, où il y avait un bassin de population, où il y avait suffisamment de jeunes, etc., etc. Et puis surtout, on s'est dit, seul c'est pas facile. Il faudrait au moins avoir 2 boutiques. Donc c'est comme ça. Lui est parti l'ouvrir à Laval. Moi, je l'ai ouverte à Angers. Et c'est comme ça qu'il y a eu les 2 premières boutiques. Et puis après, tout a été affaire d'opportunité et d'intelligence commerciale qu'avait mon père pour le moins. Et puis le réseau, entre guillemets, s'est constitué comme ça. Lui avait aussi un projet à cœur à côté de ça, qui était de faire des corners. C'est-à-dire qu'il faut, en remettant en contexte, maintenant on reste un métier de niche, mais quand même, et encore, je suis pas sûre. Ça c'est vraiment, le jeu a un développement de fou, mais à l'époque c'était même pas un métier de niche, c'était ridicule. La part de marché était vraiment toute petite. Et à la fois, mon père me disait, mais tout le monde est joueur. Le tout, c'est que les gens s'en rendent compte. Et lui voulait ouvrir des corners dans des magasins, dans des librairies, évidemment, des choses comme ça. Ce qui était pas évident à l'époque. Donc, quand il a passé la main, Bruno, qui est mon associé et co-gérant avec moi maintenant, a repris cette idée, mais a été bien plus loin, et a dit c'est pas des corners qu'il faudrait ouvrir, c'est un réseau. Parce que à l'écoute de ce qu'on avait vécu et de toutes les bêtises qu'on avait pu faire avec ce premier magasin, il a dit, mais on voit bien, quand tu as un magasin sur 3 qui ferme au bout de 2 ans, c'est bien parce que y a des choses à savoir quand tu ouvres un magasin, et parce que ouvrir seul, c'est vraiment un souci, c'est vraiment un problème quand tu dois faire des colisages, des minimums de commandes, etc., etc. Et nous, on peut apporter ça à des boutiques qui ouvrent, ce conseil et cette aide de départ. Donc à partir de là, à partir de ce constat, on a proposé en fait au gré des rencontres de gens qu'on croisait et qui nous parlaient de leur projet, d'ouvrir avec nous sous enseigne et de leur faire profiter, partager ce savoir-faire qu'on avait engrangé déjà à l'époque quand on a commencé les réseaux depuis déjà au moins une quinzaine d'années. Donc ça s'est fait en fait très naturellement. En interne, on s'est développé, maintenant on a 6 boutiques, mais vraiment sur de l'opportunité, en fait, des gens qui venaient nous voir en disant moi je veux passer la main, ou vraiment des occasions, on se disait on peut pas passer à côté. Par exemple, Rouen, j'avoue, on a une boutique à Rouen, et là tu fais waouh, c'est un petit peu loin de Angers et de Nantes. Et Rouen, c'est parce que j'y suis née, et quand j'ai vu ça, j'ai pas mal déménagé jusqu'à être arrivée à Angers, mais voilà, Rouen c'était la ville de mon enfance, et j'ai eu envie d'y retourner. Je me suis dit waouh, mais quel clin d'œil quoi, d'avoir une boutique là-bas, et j'avoue un peu plus œuvré pour que cette boutique soit un sortilège. Donc voilà, il y a eu affaire d'opportunité, et puis après le réseau, puisque maintenant il y a 9 boutiques en plus des nôtres.
Le réseau, il s'est constitué avec des gens qui partageaient notre façon de voir et qui avaient envie de développer leur magasin sous cette enseigne-là, ce qui est très fort parce que quand vous montez votre magasin, quand vous montez votre affaire, acceptez de porter un nom qui n'est pas forcément le vôtre. Il faut vraiment adhérer aux valeurs et à ce qu'on porte, à ce qu'on leur propose. Et voilà, il y a, je pense, un lien très fort qui nous unisse tous et qui fait que oui, soit on est 15, mais à la fois on n'est pas plus de 15. Vous êtes en réseau de franchise? Alors c'est pas une franchise, hein. La franchise c'est très encadré par la loi, il y a des vraies obligations du franchiseur et du franchisé, donc c'est quelque chose qui est peut-être pour l'instant un petit peu lourd pour notre milieu. C'est un contrat d'enseigne. On va pas rentrer dans les détails juridiques là-dessus, mais je vois un peu l'idée. Ok, Théo, du coup, une question qui me vient, qui a pas du tout relaté à la question précédente, mais Théo, toi, est-ce que tu peux nous dire dans quel contexte vous vous êtes rencontrés, Lucie Marie et Rachel? Enfin, dans quel contexte toi tu les connais et comment a été votre première rencontre? Alors c'est assez rigolo parce que Rachel, on se connaît pas pour de vrai de très fort, parce que Rachel, t'es arrivée dans le milieu pratiquement en même temps que le Covid. Vas-y, je t'en prie. Tu m'as vu en pyjama, donc ne pas se connaître. Je t'ai vu en pyjama, beaucoup. C'est vrai. C'est vrai que je t'ai vu en pyjama, c'est pas mal quand même. C'est pas mal, ok. C'est ça les festivals de jeux, il faut venir, hein, vraiment, c'est ce genre d'ambiance. Mais on n'a pas trop eu l'occasion d'échanger beaucoup. On s'est croisés au festival de Vichy effectivement cette année, mais c'était la première fois qu'on se voyait pour de vrai. Mais on a échangé un peu sur les internets, grâce à la magie de Discord et d'autres Instagram. Mais parce que t'es arrivé au milieu à un moment où il n'y avait plus trop de festivals, plus trop l'occasion de croiser tout le monde, et donc malheureusement, mais on va y remédier petit à petit, on n'a pas encore eu l'occasion de jouer ensemble par exemple. Lucie Marie, je pense qu'on a dû se rencontrer quand je suis arrivé dans le milieu, donc quand j'ai bossé pour Yellow, sûrement sur une journée pro Yellow, je pense, dans un premier temps. J'ai pas le souvenir précis s'il était là ou si c'était à l'excellent festival du Double 6 de Saint-Herblain. Bah écoute, c'était, je pense, un petit peu avant, parce que quand je vous disais que j'étais pas entourée forcément de joueurs autour de moi, par exemple, mon mari est pas joueur du tout. On est mariés depuis un petit peu de temps aussi, et il s'est mis son premier jeu. Je sais pas si tu te rappelles, tu nous l'as dédicacé. Et c'est, en fait, c'est grâce à toi, entre autres, que mon mari est devenu joueur. Donc je me demande si c'est pas cette dédicace, si c'est pas au moment, je crois que c'est à ce moment-là que j'étais venue te voir, on avait échangé là-dessus, et je pense que c'était là. Par contre, je suis hyper mauvaise dans les dates, hein. Vous allez voir au fur et à mesure, j'ai une notion de temps qui est très mauvaise, donc je saurais pas, mais je pense que c'est avant le double 6. Hein. C'est possible, le milieu a vraiment cet aspect vraiment chouette de connexion de personne en personne. Moi je m'entends très 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 bien avec Damien, qui est un bon ami de Sortilège Nantes, pour le coup, qui est vraiment un très bon ami du milieu, et donc forcément, comme je m'entends bien avec Damien, on a eu l'occasion de faire des soirées sur les festivals, se croiser, etc. Donc il y a vraiment cette... On le redit souvent, mais le milieu est, en tout cas moi, le milieu ludique est vraiment un milieu que j'adore, parce que il y a plein de connexions, il y a plein de gens super, etc. Et de connexion en connexion, on se retrouve à tous et toutes se connaître un peu et se connaître pas mal en même temps. Donc je pense que c'est vraiment les festivals et les multiples connexions qui fait qu'on a pu se rencontrer. Il date de quand, Sea of Cloud ? C'est 2016, je crois. Je suis pas très bon en date non plus. Attends, Shinobi, c'est 2014 mon premier, donc ça doit être 2015 ou 2016, ouais, dans ces eaux-là pour le coup. C'est bizarre. En fait, je posais la question parce que pour essayer de remettre un peu en contexte le pourquoi du comment on est là aujourd'hui pour en discuter, et je trouve ça intéressant de voir que le milieu est toujours, bien qu'éloigné géographiquement, assez réduit en termes et réduit en termes de contact direct, qu'on peut toujours en fait rencontrer des gens à distance facilement, et puis se dire qu'on connaît les gens malgré tout. On va passer sur la phase de présentation du métier de ludicaire. On l'a déjà abordé un peu plus.
l'une des premières questions que j'ai envie de poser, c'est alors sans rentrer dans le débat du côté c'est être vendeur ou c'est quoi que ce soit, c'est la connaissance du milieu, à quel point en fait elle est importante pour le métier, et à quel point en fait il faut comment en fait on se tient au courant de tout ce qui peut être nouveauté, exclusivité dans le milieu, quelles sont les bases de renseignements, comment vous faites pour vous tenir au courant, à défaut, en plus du fait d'être joueuse vous-même, qu'est-ce qui fait comment on fait pour se tenir au courant de tout ça, Rachel? Alors, c'était la question la plus difficile pour moi quand je suis arrivé au passe-temps. Quand je suis arrivé, quand je demandais aux garçons mais comment je sais ce qui arrive, comment je m'y prépare. Alors, on faisait à l'époque, le matin, avant d'aller travailler, pour savoir ce qui allait arriver, j'allais sur le site de Philibert et je regardais ce qui était en précommande et je le classais par date. Donc, véridique, ma source d'information, elle était là-dedans. Parce qu'en fait... Alors, je te coupe une seconde, mais je te rassure que je connais énormément de personnes qui font ça encore aujourd'hui, hein. Dans les personnes que je côtoie moi autour de moi. Même si ça peut être rassurant aussi, moi des fois je découvre la date de sortie d'un de mes jeux en allant sur Philibert ou parfois sur d'autres boutiques, mais des fois je le découvre aussi à ce moment-là. Ouais. Bon, heureusement depuis ça s'est un petit peu amélioré en 2 ans et demi, grâce à Bruno et grâce au GBL qui a forcé, qui a insisté un petit peu auprès des distributeurs à la création d'une matrice commune. Et donc les distributeurs alimentent un gros tableau Excel et on peut voir, alors en ce moment c'est compliqué, mais on peut voir les jeux arriver avec une date de sortie et du coup aller à la pêche aux informations avant que le jeu soit livré en magasin et qu'on nous interroge et qu'on ne sache pas de quoi on va parler. La matrice, je dis merci Bruno. Alors moi à l'époque où j'étais encore en boutique, puisque maintenant, c'est vrai que j'ai pas été jusqu'au bout de ta question tout à l'heure où tu me demandais ce que je faisais dans le réseau maintenant. Maintenant, moi, je suis tout le temps derrière mon ordi parce que ma valeur ajoutée maintenant est plutôt, oh non, ça me fait mal de dire ça, mais est plutôt derrière l'ordinateur que dans la boutique. Mais à l'époque où j'étais en boutique, c'était, il y avait 2 temps, il y avait c'était les newsletters quand même, hein, des fournisseurs, les newsletters, les festivals, les journées pro qui étaient organisées par les éditeurs, et puis après tu passais sur le net pour aller voir les ludochronos, les trick-track, un monde de jeu, enfin toutes les revues, le Simon, le Passe-temps, enfin etc. Mais c'était d'abord, pour le coup d'abord je dirais un canal professionnel pour récupérer tes infos. Et puis après tu t'allais creuser le sujet parce que dans notre milieu en fait parfois t'as plus d'infos sur le détail dans le net que par ton commercial qui, comme toi, il a énormément de taf, il a énormément de jeux à présenter, etc. Il peut pas toujours aller dans le détail quand tu veux aller un petit peu plus loin. Mais moi j'avoue que c'était quand même plus par le biais du pro, en fait, qu'on organisait. J'allais dire, moi si je peux rebondir, tu parles des newsletters, etc. Mais je trouve que justement, même encore à l'heure actuelle, par exemple aujourd'hui nous sommes mercredi, et demain il y a la vidéo où on présente tous les jeudis soirs toutes les sorties du vendredi, et la plupart des newsletters sont arrivés lundi ou mardi, et j'ai 40 nouveaux jeux à apprendre pour demain. Et les newsletters de lundi et mardi, elles arrivent mais beaucoup trop tard. Alors heureusement qu'il y a cette matrice qui me permet de travailler en amont des sorties plus conséquentes. Tu parles de matrice et du GBL, on l'a déjà un peu évoqué plus tôt dans l'émission. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est exactement pour que les auditeurs soient un peu au fait? Alors la matrice du GBL, donc, qui est une initiative du GBL, très fortement poussé par Bruno, le nombre de coups de fil que j'ai entendus où il haussait un peu le ton à dire qu'il fallait que pour le bien de tous, les distributeurs travaillent à ce grand tableau Excel commun. Donc c'est un grand fichier dans lequel tous les distributeurs
font des mises à jour et alimentent la référence d'un jeu, le nom d'un jeu, son prix de vente et sa date de sortie. C'est un gros tableau Excel que vous partagez entre toutes les boutiques ludiques ? Oui, tout à fait. Et il y a le nom des auteurs et le nom des illustrateurs et l'âge minimum, enfin toutes les infos cruciales en fait. D'accord. GBL, c'est l'acronyme de ? Groupement des boutiques ludiques. Un groupement associatif ou c'est fait entre vous sous le manteau ? C'est un groupement associatif avec comme présidente Cathy, voilà. Un nom que si Théo, tu connais, non ? Tu l'avais pas croisé à Vichy, il me semble. Si, je vois bien Cathy du lutin ludique à Dinan, si je dis pas de bêtises. Et du coup, le GBL, ça s'est créé il y a pas très longtemps non plus, je pense, ça doit faire 5 ans maintenant, si je dis pas de bêtises, quelque chose dans le genre. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu, peut-être Lucie Marie qui était là au moment de la création, un peu de qu'est-ce que ça représente aujourd'hui, quelle a été la volonté derrière et pourquoi en fait avoir créé ce groupement des boutiques ludiques ? Alors pour rebondir sur Rachel, forcément, enfin sur ce que tu disais Rachel, c'est parce que nous, toi t'as vraiment t'as besoin de l'info, enfin forcément toi t'es en amont en fait, puisque toi tu fais partie avec Simon des choses qu'on va suivre pour aller chercher l'info, donc toi il faut vraiment que tu l'aies bien plus en amont qu'une boutique XY, hein. Enfin c'est ce qui est normal, donc nous on est moins exigeants sur ça. Et puis alors le GBL, donc effectivement oui c'est à peu près 5 ans, j'ai pas la date exacte. En fait ça faisait un petit bout de temps, il y a eu plein d'essais en fait avant, hein, pour rassembler comme ça les boutiques. Il y avait plusieurs postulats au départ. Le premier c'était de rompre un isolement. En fait, c'était aussi, c'est comme ça aussi que c'est monté le point fort du réseau Sortilège et ce qu'on voulait amener. C'est qu'en fait, quand t'es tout seul dans ta boutique et que, alors c'est peut-être un peu moins vrai avec les réseaux maintenant, les réseaux sociaux, mais t'es vachement isolé. À la fois, tu sais que il y a énormément de boutiques comme toi, mais quand tu dois prendre ta décision, tu as des petites questions à la con, que tu veux partager un ressenti, un machin, que tu sais pas, t'es pas sûr, tu sais pas dans quelle direction aller, etc. Quand t'es indépendant, t'es indépendant. Et ça permettait vraiment de rassembler tout le monde, d'avoir vraiment un lieu d'échange. Et puis la deuxième, tout simplement, quand t'es indépendant, tu passes pas face à ton distributeur, face à ton fournisseur. Faut vraiment que t'aies une taille conséquente pour pouvoir parler avec lui, sinon t'es un petit indépendant. Et on avait envie de peser, en fait, d'avoir une voix face au gros de notre milieu. Et il y avait tous ces constats-là, et la première chose qui nous a rassemblés, ça a été de faire un catalogue. Parce que quand les clients venaient, tu leur disais, enfin, tu répondais à une demande, à une attente, et tu finissais par lui mettre 4 catalogues dans les mains. Parce que tu disais, ah oui, alors là, vous avez ça. Où est-ce que je peux retrouver ce jeu-là ? Là, dans ce catalogue. Et celui-ci, vous m'avez parlé de celui-là. Vous avez pas quelque chose pour que j'en parle à mon mari ? Oui. Et enfin, c'était un peu infernal. Et puis t'avais toujours un peu les mêmes catalogues et pas forcément sur les jeux que tu voulais présenter. Donc, il y avait aussi vraiment cette envie de pouvoir présenter une sélection qui soit la nôtre, enfin qui soit celle des indépendants. Et il y avait eu plein au moins 4 ou 5 d'essais comme ça de groupement qui étaient pas évidents. Il y a quelques distributeurs qui nous ont regardés avec un petit sourire aux lèvres en disant allez, bonne chance, parce qu'on est tous des Gaulois. C'était réunir tous ces indépendants qui étaient tous des grandes gueules, mais tous des gens géniaux, mais tous des grandes gueules, et arriver à les fédérer, c'était pas forcément gagné au départ. Et maintenant, c'est top. Il y a vraiment quelque chose qui s'est fait. Et puis avec un super résultat. Enfin, tu parles de la matrice, le catalogue. Enfin, il y a plein d'actions qui sont menées. Et c'est vraiment important. Et il y a des discussions en commun, il y a des commissions de réflexion. Tu l'as évoqué, Théo, avec le jeu objet culturel, etc. Il y a
en parallèle aussi plein de mouvements, pas de mouvements, mais j'ai pas le mot, mais d'associations. T'as aussi celle des auteurs, celle des illustrateurs, les cafés ludiques aussi se sont réunis. Donc maintenant, il y a vraiment quelque chose et tout ce monde-là marche ensemble, se parle et s'écoute et c'est vraiment chouette. Vraiment, vraiment chouette. Il y a à peu près, je pense à ce jour, je crois on doit être autour de 180 boutiques sur la France. Donc, 180 boutiques, est-ce qu'on a des chiffres quelque part qui disent le nombre de boutiques spécifiques sur la France pour se rendre compte du pourcentage que ça? J'imagine que non, mais c'est-à-dire que maintenant, en fait, il y a plein d'hybrides. Maintenant, en fait, les fameux corners que je vous expliquais, dont je vous parlais, ils existent partout. C'est-à-dire que t'as plein d'hybrides de magasins qui sont et libraires et ludicaires, qui sont et tu l'évoquais, et barrageux et ludicaires. Donc, ce serait compliqué mais c'est énorme, c'est devenu énorme. Plus les vendeurs nets, sur le net, c'est en fait 180, c'est pour le coup c'est vraiment des ludicaires. Il y a aussi des libraires dedans, mais c'est vraiment là des ludicaires à part entière. Des magasins hybrides, je sais pas, il faudrait multiplier par 3, 4, c'est énorme maintenant. Théo, toi t'avais connu comment le groupement des boutiques ludiques? Ouais, ça a fait quand même pas mal de bruit quand c'est arrivé dans le milieu, à la fois sur cette dimension des valeurs que ça portait, et puis forcément, moi mon fil d'actualité Facebook est un savant mélange de boutiques de jeux, d'associations de jeux, de personnes qui gravitent dans le jeu, et notamment parce que j'ai un vrai goût pour... on en a parlé déjà plein de fois, mais j'ai un vrai goût pour la boutique de jeux. Moi, c'est vraiment un endroit où j'apprécie aller. Si je suis dans une ville en vacances, je vais forcément regarder s'il y a une boutique, aller faire un coucou, regarder la vitrine, discuter, chercher un peu le jeu que j'aime bien mais qui est plus trouvable. Oh, il y a une extension d'Orléans qui est là, vas-y, je l'achète, etc. Ce genre de truc. Et donc, forcément, ça a fait que j'ai croisé des boutiques un paquet dans mes différents voyages. Et donc, forcément, ça a vraiment le milieu, on a parlé très très fort quand ça s'est créé, à la fois parce que c'était quelque chose d'assez fort dans cette idée de regroupement de personnes qu'on peut envisager comme concurrentes si jamais on l'analyse un peu froidement, alors que non, il y avait vraiment cette dimension de on fait le même métier, on va s'entraider, donc un truc assez joli dans ce que ça racontait, et aussi parce que forcément c'était beaucoup de personnes qu'on connaissait et portées par des boutiques, je pense le réseau Sortilège, le Passe-Temps avec Bruno aussi, mais c'est des boutiques dont on connaît tous et toutes dans le milieu la place et puis l'historique, quoi. Donc il y avait vraiment un truc de se dire tiens, toutes ces boutiques qu'on voit, qu'on maîtrise, dont on a connaissance et qui sont importantes, se réunissent pour faire quelque chose entre elles, ça devrait être canon. Et effectivement, je rejoins un peu ce que vous dites sur la beauté de ce que ça a pu permettre. Il y a plein de belles choses qui se sont passées, notamment effectivement aussi une plus belle structuration des autres acteurs et actrices du milieu, mais pas mal sur le modèle du GBL pour le coup. Ok, on en a parlé rapidement, du coup ça a été évoqué et je pense que c'est une des clés de la mise en place du GBL, mais la relation avec les éditeurs. Alors, on va faire la partie distributeur, je sais pas trop par laquelle vraiment commencer pour faire les choses dans l'ordre. J'ai envie de dire éditeur d'abord. La relation entre les ludicaires et les éditeurs, elle est... Moi, j'ai toujours cette sensation d'avoir un peu... je vais sortir des énormes clichés et je suis désolé pour les éditeurs qui vont nous entendre, que ça fait un peu le côté parrain de la mafia d'un côté qui essaye de vendre ses produits aux petits distributeurs en face et qui ont en fait grosso modo tout pouvoir sur comment les boutiques peuvent vendre leurs produits. Alors c'est sûrement une très mauvaise image que j'ai en tête, mais d'un côté parce qu'il y a justement le GBL qui s'est monté en face pour pouvoir avoir un poids, comme tu disais Lucie Marie, sur le côté exister sur le marché. Comment les éditeurs, la relation éditeur en fait elle est aujourd'hui sur le côté réel du marché, c'est-à-dire est-ce que c'est une relation complètement saine et on a vraiment un échange de pote à pote, ou est-ce que c'est vraiment un côté très professionnel qui parfois peut avoir des match-up un peu difficiles, quoi. Rachel? En fait,
ça me laisse complètement perplexe la question, parce que en boutique, pour travailler au quotidien, et je sais pas si Lucie Marie me contredira, mais je suis curieuse, j'ai pas besoin des éditeurs. Les seules personnes avec qui on communique, c'est les distributeurs quand on passe des commandes, et quand on communique avec les distributeurs, c'est pour du gossip, c'est pour discuter, qu'est-ce qui va arriver, en quoi tu crois, est-ce que ça se vend, est-ce que à Noël vous aurez des jolies sorties, est-ce que on peut avoir une PLV pour tel jeu, mais c'est vraiment, j'en ai pas besoin pour mon travail au quotidien. Si je le fais, c'est que pour du bonus. Vraiment, les seules personnes avec qui on échange, ce sont les distributeurs. D'accord. Donc c'est le côté pote en fait du monde du jeu, quoi. Oui. On peut en discuter tous les jours avec eux. Ils nous apporteront des bonnes informations et puis c'est cool. Tout à fait. Lucie Marie, c'est dans ce sens-là aussi. Tout à fait. Nous, pour le coup, le côté professionnel, c'est vraiment le distributeur. C'est lui qui fait les placements en boutique, qui va faire le taf, et le côté sympa, c'est plutôt avec l'éditeur. C'est-à-dire l'éditeur, tu le rencontres, soit tu le rencontres sur les festivals, sur les journées pro, quand il vient présenter ses produits, donc c'est vraiment pour le meilleur, ou quand toi tu veux monter un événement, ou quand tu fais un festival, là ça nous arrive de voir avec l'éditeur pour avoir, c'est ce que tu disais, hein, Rachel, des PLV, des jeux géants, des choses comme ça. Et sinon c'est avec le distributeur. Mais c'est en fait, nous, le principal interlocuteur, c'est le distributeur avant tout. Du coup, je pose la question bonus parce qu'on a un auteur avec nous qui est finalement l'autre côté complet du spectre sur toute cette chaîne de production. C'est-à-dire le premier, la personne qui fait naître l'idée. Mais du coup, toi Théo, t'as aussi cette... Est-ce que toi, finalement, t'as un peu cette vision contraire, parce que t'es de l'autre côté, ou est-ce que tu relayes complètement sur le côté éditeur? Finalement, on n'a pas besoin d'eux pour le côté boutique. Ouais, non, c'est marrant parce que j'allais dire que moi, la relation est exactement inverse, à savoir que j'ai jamais de relation avec les distributeurs. C'est des gens avec qui je parle très très rarement. Pareil, ponctuellement, parce que ça reste des gens souvent gentils, et donc si j'ai l'occasion de taper une discute avec un commercial ou quelqu'un qui bosse pour un distributeur, c'est un grand plaisir. Mais c'est des gens avec qui j'échange jamais professionnellement. Donc moi, je suis vraiment en contact avec les éditeurs, là où vous êtes directement en contact avec les distributeurs. Mais c'est assez logique au final, parce que à chaque fois on ne s'abaisse pas à aller jusque là, mais si on va jusqu'à l'aspect vraiment très très bassement commercial du milieu, en fait moi je crée un concept que je vends à un éditeur, qui va vendre à un distributeur, qui va le vendre à la boutique de jeux, qui va le vendre à vous tous et toutes qui nous écoutez. Allez dans vos boutiques acheter des jeux dès demain. Mais du coup il y a vraiment en termes de maillon de la chaîne, on est presque à l'opposé. Mais paradoxalement, par contre, souvent j'ai l'impression que les auteurs et les autrices ont un contact avec leur boutique, au moins local, ponctuellement il y a des petites dédicaces, il se passe des choses, on en parlera un peu plus après, mais il y a vraiment un contact à ce niveau-là. Mais c'est vrai que moi les distributeurs, par contre, je les connais à peine, quoi, pour le coup. Et juste avant de vous rendre la parole, parce que je me rends compte que les gens vont peut-être nous le demander, PLV, c'est publicité sur le lieu de vente. C'est tout ce qui est présentoir, truc en carton pour une vitrine, tout ce qui est vraiment de la pub, mais qui va être dans la boutique directement, que vous pourrez voir. Oui, effectivement, c'était bien de le préciser, ça paraît logique qu'on le connaît, mais on n'est pas forcément au cœur de ça. Alors du coup, je repose la question pour les distributeurs qui, pour moi, je me suis peut-être trompé sur le côté qui a tout pouvoir pour vous, côté ludicaire. C'est du coup le distributeur avec qui vous avez le plus de contact, avec qui il faut peser dans la balance pour pouvoir parler, c'est ça? Rachel, comment ça se passe du coup, cette relation? Alors, c'est encore une question étrange, parce que pour avoir toujours bossé dans la vente, je trouve que la relation avec les distributeurs, elle est très bizarre, elle est très particulière en tant que ludicaire, parce que notre interlocuteur chez un distributeur, c'est un commercial. Et le commercial dans le monde du jeu, alors s'il y en a qui nous écoutent, ne vous vexez pas, mais c'est la première fois que je vois un commercial qui ne te pousse pas, qui ne sympathise pas un peu faussement pour te placer un produit. En fait, le commercial dans le monde du jeu, c'est vraiment plus, encore une fois,
quelqu'un qui a de l'expertise sur ses produits et si jamais t'es pas au courant, qui est là pour te guider dans ton acte d'achat, mais en tant que professionnel évidemment. Mais voilà, c'est pas le commercial comme on peut le voir dans les autres secteurs. Voilà, j'appelle ça les personnages aux dents longues. Alors sans eau, enfin j'espère que c'est les personnages dans quoi, pardon? aux dents longues, et les gens un peu Oui. voilà, qui ont envie, qui ont la niaque et Mais du coup, s'ils sont pas, je veux dire, un peu poussés à la vente de leur côté, c'est une relation, enfin, je veux dire, complètement saine, dans le sens, ils sont là, ils proposent des choses, c'est à vous de décider ce que vous voulez vendre ou pas et mettre en avant dans les boutiques, et puis ça se passe super bien, ou est-ce qu'il y a quand même... Enfin, eux, ils doivent faire comme leur travail de commerciaux pour essayer de faire le maximum de ventes possible, non? j'ai pas l'impression qu'ils soient, on va le dire, hein, j'ai pas l'impression qu'ils soient payés à la commission. Vous avez pas interrogé des distributeurs? Vous avez pas eu de commercial? Pas encore, mais merci de proposer, je suis sûr qu'on... C'est dans les plans, on est en discussion avec un distributeur pour avoir justement encore ce rôle-là qu'on n'a jamais papoté. Lucie Marie, toi, du coup, est-ce que tu relates un peu la sensation qu'a Rachel sur la relation distributeur, ou tu as un point de vue peut-être un peu différent? Bah écoute, ouais, c'est super intéressant ce que tu dis, Rachel, parce que tu vois, du coup, moi je suis dans le milieu, voilà, mis à part avoir travaillé chez Intermarché l'été pour financer mes études, j'ai pas fait, j'ai fait que des petits boulots en fait avant, des boulots d'étudiante, mais j'ai principalement travaillé que dans ce milieu-là, et j'ai pas la même perception que toi, et c'est vraiment intéressant de t'entendre là-dessus. Parce que moi, par exemple, quand on échange avec les collègues de sortilège, des fois ils me rappellent en me disant ouais Lucie, y a machin qui m'a appelé là, il a voulu me vendre ça, t'en penses quoi? Mais non, mais évidemment qui t'a casé ça. Alors moi je trouve qu'ils font leur taf de vendeur. Alors ça dépend, enfin il y a vraiment une relation qui s'établit, c'est-à-dire que forcément quand t'es dans le milieu depuis un bout de temps, même mes collègues, hein, je crois que si je parle des gens qui sont là ils sont là depuis 15 ans, 20 ans, etc. Donc, et puis je pense que au passe-temps ça doit être pareil, enfin, même si t'es pas là depuis hyper longtemps, mais ils savent que peut-être qu'avec nous ils savent qu'ils ont, comment dire, ils vont pas essayer de caser plus que ça. Mais par exemple avec nos jeunes, les boutiques qui rentrent, qui deviennent sortilèges et tout, bah ils vont vachement plus pousser. Ils vont vraiment essayer de placer leur 12-13, etc. Non, moi je trouve qu'ils mettent le pied dans la porte de temps en temps, mais selon les personnes qu'ils ont en face. C'est-à-dire que quand ils ont un vieux de la vieille, ils se disent oh, là c'est bon, elle m'a dit non direct, etc. Mais enfin, c'est vraiment de la relation. Moi, j'ai vraiment une impression de relation commerciale, mais je les ai sûrement pas connus comme, sur d'autres commerciaux sur d'autres milieux. Mais moi, je me souviens au début, qui est toujours là d'ailleurs, Luc Vernet, qui travaillait chez France Carte à l'époque. C'était ma hantise. Il arrivait au magasin. Je préparais ma commande, hein, j'avais tout fait. Là, il vendait du jeu de bois, donc. Échecs, dames, etc., bagamon. Et c'était terrible parce que je disais non, bah c'est bon Luc, j'ai préparé ma commande, donc là j'avais 25 ans. Il disait attends, Lucie Marie. Et il rouvrait le catalogue et il me faisait page par page. Je disais non, mais ça c'est bon, j'en ai. Et, attends, Lucie Marie, est-ce que tu as vu ce produit? Et j'en avais pour 1 heure et il me lâchait pas. Et à chaque fois, il reprenait le catalogue et il m'a formé, il m'a vraiment, enfin, tu vois, c'est un des commerciaux qui m'a marqué parce que il me lâchait pas et t'avais vraiment ce rapport de ok, etc. Après, pour le coup, j'ai été complice parce que ça me faisait rire et puis que ça bataillait et que c'était sympa. Mais même encore à l'heure actuelle, je trouve qu'ils se battent. Alors pas tous, on est un milieu où on a 30 fournisseurs, hein, donc on peut pas faire non plus de généralité. Mais moi, je les trouve assez
assez percutant, mais ça se fait effectivement dans une ambiance assez sympa. Mais combien de fois, tu sais, tu passes ta commande et puis t'as par exemple celui d'au-dessus qui te rappelle dis donc Lucie, là j'ai vu ta commande, là ton collègue il en a pris que 6, fais un effort quoi, enfin quand même là, tu peux bien passer à 12, enfin vous avez... Et ouais, enfin... Moi, je le perçois pas comme ça. Mais t'as sûrement eu d'autres pointures, Rachel, je pense, dans le milieu avant. Vraiment, oui, j'insiste, je les trouve très, très, très mignons. Je me rappelle de commerciaux qui venaient te présenter des collections, qui ne te parlaient pas du tout, qui te rappelaient, une semaine plus tard, t'avais une offre promotionnelle, enfin... Il fallait qu'il les place à tout prix. Et sur cette relation distributeur, est-ce que vous avez le sentiment aussi qu'il y a quelque chose de... Lucie Marie t'évoquait l'aspect « Ah, ça quand même, tu devrais en prendre un peu plus que 12, c'est pas assez, à mon avis, il faudrait que t'en prennes plus ». Est-ce que c'est souvent une relation commerciale de « Bah, j'ai besoin de vendre tel jeu et donc je vais le pousser un peu pour que tu l'achètes » Ou est-ce qu'il y a aussi une relation un peu ah bah sur ça on va peut-être avoir une rupture bientôt, ou ah ça je sens que ça buzz et t'es peut-être pas au courant et je te transmets des trucs positifs aussi? Alors les deux, c'est-à-dire que tu sens que, on va pas se cacher, t'as des fois il y a... Alors, les deux parce que à la fois t'as des passionnés aussi dans ce milieu et ils sont persuadés qu'ils ont le jeu de l'année. Alors là, t'as plusieurs profils. T'as le distributeur qui t'appelle, qui te dit mais c'est le jeu de l'année, tu ne peux pas passer à côté. Et là tu dis mais non, celui-ci je l'ai testé, je l'ai vu en festival ou je l'ai vu machin, et non, c'est pas le jeu de l'année. Mais t'arrives pas à le raisonner, comme quand t'as un geek en face de toi qui te... Voilà, et donc tu le laisses parler, et tu dis mais je vais quand même en prendre que 2. Donc t'as ça. Ça existe, et c'est chouette parce que ça fait partie de nos trucs, et lui, il en est persuadé, et tant mieux. T'as aussi de temps en temps, tu sens qu'il faut qu'il le place, et quand on se connaît bien, il te le dit. Il te dit bah écoute, ça fais-moi plaisir, je te le revaudrai sur une prochaine fois, mais ça prends-en. Ok. Et puis t'as aussi attends, là je crois qu'effectivement tu passes à côté d'un truc. Parce que ça peut nous arriver, ça nous arrive encore. Il y a des fois où tu sens pas venir le truc, où effectivement tu passes à côté, parce que je me rappelle de jeux qui sortent pendant l'été où on est tous partis en vacances chacun notre tour, et putain on s'aperçoit en revenant au mois de septembre, comment ça t'as pas fait de préco, t'as pas fait, toi non plus t'as pas fait. Voilà, et il y a des fois où ils te sauvent la mise. Et puis aussi t'as ceux qui peuvent te rappeler au dernier moment en te disant attention, stock bas. Enfin, il y a tous les cas de figure. Mais ça reste des commerciaux, et heureusement, ils font leur taf, et je pense que c'est important pour les éditeurs, pour les auteurs de le savoir, et la plupart des fois ils font leur taf. Vraiment. Mais tu vois, tu disais Rachel, c'est pour ça que je trouve que c'est des fois nous on a un petit peu la dent dure en magasin, parce que des fois on voudrait qu'ils connaissent mieux les références, on a l'impression qu'ils les connaissent pas assez, et toi tu me dis mais waouh, c'est top, ils connaissent tous leurs trucs sur le bout des doigts. Il y a des fois où nous on voudrait que ce soit encore plus, et à la fois c'est pas possible, parce que je m'en aperçois, alors je vais complètement digresser, mais quand on a... je connais des gens qui se retrouvent dans et tiens par exemple là il y a Damien qui a intégré le jury de Cannes, mais avant ça Erwan qui faisait partie du CNJ et qui était jury à Cannes, et qui disait mais c'est un casse-tête pour moi, parce que vous en boutique vous savez tout ce qui sort, vous avez une vision complète du marché. Nous, que ça soit en ludothèque, que ça soit toutes les professions qui sont représentées dans le jury, c'est hyper compliqué pour eux, parce que en fait ils ne voient pas tout. Et un éditeur, un distributeur, quand il arrive pour te présenter un jeu en te disant et c'est le jeu de l'année, tu dis non mais attends, on en a présenté 2 déjà, sur ce principe-là, c'est pas le jeu de l'année. Mais non, mais si, viens dans mon rayon, j'en ai déjà des jeux de ce style-là, etc. Et ça, c'est ce qui est un petit peu difficile, et qu'en fait, nous, on voudrait que le commercial, il nous dise la spécificité, la valeur ajoutée, le truc en plus de jeu-là, c'est ça,
Mais en fait, il peut pas, parce qu'il n'a pas cette vision. Il a déjà énormément de choses, lui, à absorber de son côté. Il n'a pas cette vision totale du rayon. Et ça, c'est souvent quelque chose qu'on retrouve. Nous, moi, j'ai l'impression qu'on a une vision qui est assez complète de ce qui peut sortir, mais elle reste très superficielle. Et lorsque le commercial il t'appelle en ayant son offre, mais sans avoir forcément une vision sur l'offre totale. Et du coup, il a, je trouve, parfois du mal à présenter le jeu comme on voudrait. Et c'est pour ça qu'on fait les festivals, et c'est pour ça qu'on fait les journées pro, et c'est pour ça que, évidemment, c'est notre boulot, hein. On va chercher l'info, on va creuser l'info derrière. En fait, du coup, j'ai l'impression que le côté faire les festivals, connaître comment se comporte le monde ludique à travers les différentes sorties et les différents buzz qu'il peut y avoir dans le monde ludique et autour de vous, ça permet en fait de faciliter ce travail du commercial et du coup le vôtre avec sur la relation qu'il y a. Parce que dans n'importe quel autre domaine, si on se tient pas au courant, c'est le commercial qui a tout pouvoir lorsqu'il dit bah si ça c'est en train de cartonner partout, tu l'as peut-être pas vu, mais en vrai ça cartonne, si tu en prends pas, bah t'es à la ramasse. Et du coup là le fait de savoir que bah non, en festival je l'ai testé le proto il y a 6 mois et bon bah ça va pas faire un carton et tout le monde le dit, il y a quand même un argument qui est quand même là et qui est présent et que personne ne peut vraiment ignorer à travers ça. T'as parlé un moment de 30 fournisseurs. Tu parles de 30 fournisseurs, tu parles de distributeurs, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ouais. Enfin, c'est parce que à la boutique aussi, nous, on va... c'est un parti pris de départ. Hein. On va du jeu pour le tout petit jusqu'au jeu hyper spé, c'est-à-dire qu'on fait de la figurine, on fait du jeu de cartes à collectionner, et je pense qu'il y en a plus que 30. On fait du jeu de bois, on fait évidemment du jeu de société, hein, mais... On fait vraiment le jeu, on fait du puzzle, on a vraiment, donc il y en a même bien plus que 30. Est-ce que dans ce que je disais sur le côté se renseigner et du coup avoir un poids sur la connaissance de son milieu, avoir alors je vais appeler ça un vlog, mais une chaîne YouTube comme à Le Passe-Temps qui est quand même très présente, qui est reconnue dans le monde ludique. Est-ce que ça vous donne un poids sur justement l'échange qu'il peut y avoir avec le distributeur, Rachel ? Alors, pas suffisamment, pas à hauteur de ce qu'on espérerait, parce que oui, effectivement, on essaye de recevoir des boîtes de jeux en amont, parce que la communication du commercial, je rejoins Lucie-Marie dessus, n'est pas suffisante, et puis même si un commercial il aura beau me dire le point fort de mon jeu c'est que c'est richement stratégique, ça se joue en 15 minutes, ou c'est très drôle parce que c'est rapide et c'est dynamique à jouer, on se fie, nous, qu'à notre ressenti. Et je peux pas vendre un jeu en magasin et encore moins en parler en vidéo. Juste après avoir simplement lu des règles du jeu, j'ai besoin de la vision d'ensemble, j'ai besoin du feeling autour de la table. Donc oui, ça change la donne. C'est marrant, il y a une sorte de serpent qui se mord la queue sur ça, parce que je me demande si, en tout cas moi à l'heure actuelle, une de mes sources d'informations principales sur les sorties, sur ce qui existe, qui arrive en boutique, en fait c'est les boutiques elles-mêmes, et c'est entre autres la vidéo de sortie hebdomadaire du Passe-Temps, celle de Jeux des cartes Bordeaux, c'est vraiment toutes ces informations-là, je vais voir sur les sites web ce qui sort, etc. Et je me demande si c'est pas le cas de certains distributeurs aussi, et donc il y a un espèce de truc où t'es un commercial chez Asmodée, tu veux savoir quelles sont les sorties chez tes concurrents, au final la meilleure source d'information c'est peut-être le Passe-Temps, qui a besoin de plus d'informations de la part des différents distributeurs. Donc il y a une espèce de truc qui se mord la queue qui est assez ironique, je crois. Si c'était le cas, ça serait drôle, mais je sais qu'il y en a qui regardent pour effectivement voir ce qui se passe chez la concurrence, oui. C'est intéressant, du coup, ça nous permet de translater un tout petit peu vers la prochaine question, qui est un peu plus large, c'est justement savoir comment le métier de ludicaire a évolué à travers le temps et surtout sur ces dernières années, parce que tout ce qui touche aux réseaux sociaux, à Internet, ce qui est un peu finalement la même chose quand je dis ça comme ça, mais la communication externe qu'on peut avoir qui est assez monstrueuse aujourd'hui, hein, genre on est vraiment noyé par tout ça. Comment en fait on doit s'adapter, comment le ludicaire doit s'adapter à ça pour
soit communiquer plus sur son métier et ce qu'il propose, soit se démarquer en termes d'image par rapport à d'autres ludicaires. Rachel, vous, le passe-temps, qu'est-ce qui a motivé le fait de se lancer dans les vidéos YouTube et de créer la chaîne et de communiquer à mort là-dessus? Est-ce que c'est un côté uniquement publicitaire et se dire hey, on existe, on est là, regardez, ou est-ce qu'il y avait aussi un côté plus peut-être pote à la base, un truc qui était juste de l'ordre de l'amusement et qui finalement a pris de plus d'essor que ça? Alors, je peux raconter l'histoire de la première vidéo et je raconterai le ressenti des dernières. Les premières vidéos, donc j'étais pas là, c'était la rue des Lois était en travaux. Je les ai connus, les travaux, ils étaient assez terribles et j'imagine que du coup l'affluence avait diminué en magasin. Et d'une idée de Bruno, il faut que j'arrête de parler de Bruno, d'une idée de Bruno, il dit on pourrait faire une vidéo qu'on mettrait sur Facebook où toi, Simon, tu ferais un tour du magasin et tu montrerais les jeux qu'on a présentés, etc. Et donc c'est comme ça qu'est née la première vidéo du passe-temps. Et Simon raconte que 2 jours après avoir posté cette vidéo-là, les clients rentraient, avaient vu cette vidéo qu'ils ne pensaient avoir aucun impact, et les gens rattrapaient « Oh, je vous ai vu parler de Picplume, ça avait l'air trop bien !» Et les gens passaient en caisse sans avoir eu à échanger avec les vendeurs. Les clients étaient informés, s'étaient informés de cette manière-là. Et du coup, vraiment, moi, c'est mon leitmotiv quand on fait les vidéos du jeudi des sorties hebdomadaires, c'est que j'ai l'impression de rendre service. Il y a nos clients, les personnes qui rentrent en magasin, aiment avoir accès à regarder l'étagère des nouveautés et se rendent compte qu'ils peuvent pas nous dire « Et ça, c'est quoi ? Et ça, c'est quoi ? Et ça, c'est quoi ?» Du coup, ils le font le vendredi matin dans leur lit et ils arrivent le samedi, le plus gros de leur choix est déjà fait et ils m'interrogent juste sur tu penses que pour moi, c'est plutôt celui-là ou celui-là ? Parce que j'ai peur que ça soit trop rapide ou j'ai peur que mon petit de 8 ans n'y arrive pas. Donc j'ai juste à compléter l'information. Finalement, votre cœur de clientèle, finalement, elle est quand même forte là-dessus. Alors du coup, j'imagine que, j'arrive pas à formuler ma question correctement, mais c'est dire à quel point en fait on peut être proche justement de ses clients pour que eux en fait regardent juste la vidéo le matin avant de se lever en disant ok, je vais aller acheter ça aujourd'hui. Moi, je trouve que ça a un impact ultra cool en termes et de relations sociales et de relations client-vendeur en fait là-dessus. C'est quand même fou. Ça reboucle sur le côté ludicaire, hein, parce que c'est vraiment ce côté de... Moi, je l'ai connu d'abord chez mon libraire BD, à l'époque où j'avais un très chouette libraire BD, et après, je l'ai connu dans la boutique de jeux que j'ai beaucoup fréquentée à Poitiers quand j'ai fait mes études, mais c'est vraiment cette relation très forte que tu peux avoir à un moment avec un lieu et avec les personnes qui y travaillent, tu rentres, et moi, je me souviens que des fois, je rentrais dans ma boutique de jeux, et le Benjamin, le gérant, me disait « Achète ça !» Et j'avais une relation suffisamment forte et suffisamment de confiance pour que quand ils me disent « Achète ça, ça va te plaire, tu vas voir, c'est parfaitement ta came, je te connais un peu », j'achetais le truc en fermant les yeux. Et c'est en ça que je trouve que ces métiers de vente, mais de produits culturels et de contact avec les clients plus forts que d'autres, font que, pareil, si je vais dans ma librairie BD où j'ai l'habitude d'acheter, il va à un moment pouvoir me dire, il ou elle, le vendeur ou la vendeuse, va pouvoir me dire « Tiens, je sais que tu dis ça comme manga, ça je te le conseille, ça vient de sortir, et à mon avis c'est ta came. » Et pareil, je vais être dans une relation de confiance où je vais acheter un truc un peu au pif. Et ça, c'est une... je vois pas d'autres métiers pour moi en tout cas que je fréquente d'autres boutiques où j'ai une relation suffisamment forte. Si je rentre dans une boutique d'informatique et que quelqu'un me dit achète cette souris, tu vas voir, elle est trop bien, je vais être un peu genre ça va en fait, c'est bon quoi, t'essayes de me vendre un truc quoi. Alors que la boutique de jeux, la librairie, c'est des relations tellement fortes et tellement de connaissances au fur et à mesure des clients qu'il y a vraiment cette relation qui est géniale quoi. Tu me mets le smile aux lèvres parce que c'est vraiment ce que j'adore quand je joue à quelque chose le soir en famille, c'est quand je visualise la personne à qui elle est destinée. Et la prochaine fois que je le vois, des fois je cours dans le magasin, tac, 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 et tiens, ça c'est pour toi. Et je lui mets dans les mains, et il y a vraiment le moment où des fois j'ai même pas besoin d'argumenter, la personne te fait confiance les yeux fermés, et c'est magique. Enfin, oui, effectivement, c'est le côté confiance qui est magique, le côté très humain, on le dit, je pense, à chaque fois dans les émissions, mais c'est assez cool
comme système de mise en place, je veux dire, qui part d'un travail quand même de fond qui est assez lourd, mais qui arrive quand même avec des petites perles en fin de parcours qui sont des récompenses, hein, tout simplement. Lucie Marie, vous, côté sortilège, vous avez aussi un référentiel de blog, de vidéos, de quelque chose qui s'est adapté à travers le temps ou pas du tout? Bah écoute, on essaye, mais c'est vraiment un boulot à part entière. C'est pour ça que je suis admirative de tous ceux qui font ça, et le temps qu'il faut y mettre, y passer, c'est impressionnant. On a commencé aussi à faire des petites vidéos, etc. pour se lancer aussi. Et là, on en a 5-6 à notre actif, mais ça demande énormément de mobilisation. C'est pareil, hein, là, on a aussi une boutique en ligne qu'on a montée il y a... j'en sais rien, j'ai pas de notion, on est en 2021, je sais pas, j'ai peur de dire une bêtise, mais il y a au moins 10 ans, et au début c'était, on l'a fait parce qu'il fallait le faire, ça avait été très longtemps qu'une vitrine, et puis avec le Covid, etc., on a vraiment mis un gros coup de boost sur le référencement, pour la mettre à jour, pour qu'elle soit, pour faire du click and collect et tout, mais tout ça, en fait, notre métier, il a vraiment énormément évolué. Enfin, moi, j'ai eu vraiment la chance. J'ai vraiment commencé il y a 30 ans. J'ai vraiment eu le temps de profiter de tout ça. Moi, j'ai connu un temps en boutique où on jouait en boutique avec le client qui arrivait. Je disais, ah, nickel, écoute, il nous manquait, tu veux tester avec nous, etc. T'avais le commercial qui passait, pareil, tu prenais le temps, le client, il venait acheter son jeu, du coup, il s'asseyait avec toi. Non, jamais plus on pourrait faire ça. Enfin, c'est... Je l'imagine pas une seconde. On a vraiment eu cette chance-là. Bon, maintenant, ça, c'est derrière. Et sur la façon dont ça a évolué, évidemment, on a évolué avec. Avant, on était vraiment la principale source du client pour s'informer. Maintenant, on a vraiment, il y a eu un cap à un moment où les gens venaient en disant, ils disaient pas, tiens, je voudrais un jeu pour jouer avec des potes, on est 4 ce soir. C'est, je voudrais le dernier Théo Rivière. Vous l'avez? Et là, tu fais, ok, alors ça tombe bien, Théo, je le connais bien, mais il faut, maintenant que tu es en plus, il faut que tu aies regardé effectivement toutes les vidéos qui sont un peu... que tu sais que tous tes clients vont regarder, il faut que tu ailles voir tous les reports de SN, toutes les nominés au jeu de l'année, au Spiel, etc. Il faut que tu les saches, mais vraiment au taquet. Parce que maintenant, tu as vraiment différentes couches de clientèle, et c'est pour ça que avec la multiplication des magasins, quelque part, c'est bien parce que chacun peut s'y retrouver. C'est-à-dire que maintenant, des magasins généralistes, je pense que ça se fait peut-être moins. T'as vraiment des magasins hyper spécialisés qui vont être que sur la figue, que sur le jeu de cartes, et qui peuvent pousser vraiment à fond leur connaissance dessus. Parce que t'as un niveau de connaissance qu'il faut avoir qui a vraiment été... décuplé par justement par tout ce qui peut exister, toutes les infos qui sont disponibles sur le net, et maintenant tu dois être au taquet par rapport à ça. Mais heureusement, et c'est génial, on a toujours, même si les gens ont il y a tellement profusion d'informations qu'en fait maintenant on a le retour de bâton positif, c'est qu'en fait ils reviennent en magasin pour nous dire je sais plus quoi regarder, je sais plus, toi tu me conseilles quoi? Et moi je trouve qu'on a plutôt le retour, alors il restera toujours les geeks, ceux qui sont hyper pointus, et là en fait on va juste échanger des ressentis sur des parties avec eux, et ils savent tout ce qu'il y a à savoir, mais maintenant on a une portée vraiment sur le grand public où on reste vraiment pour eux une source d'information et de repères. Et c'est ce que vous disiez, en fait, une fois qu'ils ont l'habitude, ils nous font totalement confiance. Et ce rapport
ce rapport qu'on a avec eux, c'est vraiment très fort. Et je vois des gens qui arrivent en boutique, pas forcément avec des projets de devenir vendeur, hein, mais ils font un stage à un moment donné. Et en fait, une fois que tu as connu ça, c'est difficile de t'en passer. Ce retour en fait du client qui revient te voir en disant oh, j'ai passé un super moment. En fait, tu lui vends du rêve. Moi, j'ai dans ma famille, ma sœur a ouvert un magasin de chaussures pour enfants dans la même rue que moi, à 50 mètres. Elle avait les mêmes clients que moi, mais je les reconnaissais pas parce que de temps en temps, il y a eu une fois ou deux où j'avais dû lui donner un coup de main parce qu'elle se retrouvait toute seule. Je les reconnaissais pas. Ils étaient mais infects. Alors que quand ils venaient au magasin, parce que quand ils venaient pour leurs enfants, c'était pas la même chose. Ils étaient en mode parents stressés. Et nous, quand ils viennent, on leur vend tellement du bonheur et on leur vend notre expérience de jeu, on leur vend ce qu'on a vécu à ce moment-là avec un jeu. Et il y a un truc qui fait que effectivement, sur un magasin comme ça qui est ouvert depuis 30 ans, on a des gens qui reviennent systématiquement, même quand ils ont quitté Angers. 10 ans, 15 ans, 20 ans après, et on est leur Madeleine de Proust, quoi. Je le vois, ils rentrent dans le magasin, c'est comme s'ils sentaient, tu sais, ils se baladent, ils emmènent leurs petites copines, ils emmènent leurs enfants en disant, bah tu sais, moi, quand je venais, c'est génial, quoi. T'as vraiment c'est ce que tu décris, Théo, hein. T'as vraiment un rapport qui est très très fort. Moi, je me suis fait arrêter à Cannes sur un escalator, quelqu'un qui dit oh, Lucie, c'est toi, et elle courait, elle descendait, enfin non, elle remontait l'escalier en courant en disant tu vas pas te rappeler de moi, mais tu sais, je venais à la boutique et tout. Et c'est génial, tu te fais arrêter 2-3 fois comme ça et tu fais ouais, ok, c'est cool. Enfin, tu sens que à un moment donné, t'as été important dans la vie de la personne parce que tu lui as vendu un petit bout de bonheur, même si pour le coup t'es qu'un passeur, hein, sur ce moment-là, mais tu deviens le symbole de ce qu'ils ont vécu à un moment donné, et ça, enfin, je pense que ça traverse le temps. C'est-à-dire qu'on a tous eu des interrogations très fortes, hein, en se disant sur le financement participatif, je sais que vous allez lancer le sujet là-dessus aussi. Enfin, il y a plein de choses qui nous ont fait trembler à un moment donné. On s'est dit, est-ce qu'on a encore une vraie valeur ajoutée, et à chaque fois je leur disais, de toute façon, si on n'a plus cette valeur ajoutée, il n'y a pas de raison qu'on reste là. Il faut qu'on puisse apporter quelque chose. Si on n'a pas de valeur ajoutée, on disparaîtra. C'est parce qu'effectivement, on n'a pas su s'adapter, on n'a pas su écouter, on n'a pas su... c'est qu'on n'a plus de raison d'être, et à ce moment-là, les choses s'arrêteront. Mais j'ai jamais été trop inquiète sur le fond. Au pire, ça ralentit. Au pire, tant pis... on peut se rabougrir sur un petit temps, mais je pense que cette relation qu'on a avec les gens, elle est vraiment super forte, et même encore maintenant que je suis plus en boutique, les gens m'interpellent, mais d'une façon différente. Tu sais, j'ai été à ta boutique, oh là là, qu'est-ce qu'ils sont sympas, qu'est-ce qu'ils expliquent bien, il a vraiment trouvé ce qu'il me fallait, etc. Et ça, voilà, je crois qu'une fois qu'on l'a connu, c'est compliqué de s'en passer. Justement, avant de passer sur le côté impact des financements participatifs, parce que comme tu l'as évoqué, c'est un sujet qu'on va ouvrir, le côté communication et justement création de contenu, c'est comme ça qu'on le dit aujourd'hui, pour Rachel, pour le passe-temps, est-ce que c'est... vous faites beaucoup de vidéos, comment toi tu gères ce côté... double casquette du ludicaire d'un côté, mais aussi finalement créatrice de contenu sur YouTube. Est-ce que ça demande, j'imagine, beaucoup d'énergie? Comment toi tu le gères de ton côté? Alors beaucoup d'énergie, non, beaucoup d'heures, oui. Alors c'est très particulier, et des fois même moi ça me questionne, parce que pour moi le passe-temps est et restera toujours principalement
un magasin, une boutique. Mais on voit bien justement dans le retour des gens quand ils rentrent en magasin, l'été on a un vrai tourisme ludique assez perturbant. Bonjour Rachel. Et moi qui ne suis pas du tout physionomiste et qui regarde les gens, l'air de dire ah, c'est un ami que j'ai pas vu depuis le collège, c'est qui? C'est juste quelqu'un qui... Enfin, c'est simplement quelqu'un qui nous suit sur YouTube et voilà, qui a l'impression de me connaître, mais qui me connaît et qui me salue de la sorte. Donc oui, on a une visibilité, mais pour moi, je suis principalement et avant tout vendeuse. C'est-à-dire que même quand je parle de jeux dans une sélection ou dans une présentation, c'est pour donner de l'information et pour deux, dire aux gens, bon, on a un peu plus de... Alors pertinence, c'est pas le bon mot, mais on a un peu plus d'expertise puisque on a la chance d'avoir les jeux à disposition. Moi, je tiens à partager avec vous que celui-ci vaut le détour. Mais vraiment, pour moi, outre l'exposition, mais j'essaye de pas y penser, je ne regarde même pas nos vidéos, c'est vraiment le métier de ludicaire que j'essaye de faire au mieux. Ok, donc pour revenir sur le côté financement participatif, moi j'ai un point de vue qui est assez négatif sur tout ce qui est KS, Ulule et le reste, quand bien même j'en suis client pour certains trucs. Mais du coup, comme tu le disais, Lucie Marie, il y a eu ça a peut-être fait l'effet d'une, je vais pas dire d'une bombe, mais peut-être un effet assez négatif fort quand c'est arrivé sur le marché et quand ça s'est surtout démultiplié d'un coup, parce que ça y est, on a vu une accélération affolante sur les dernières années là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a en fait, est-ce qu'à un moment il y a eu un basculement de la terreur, je mets des gros guillemets autour de ça, que ça a pu faire planer au-dessus des boutiques, à l'accélération que ça a pu donner justement au côté vente en direct, parce que aujourd'hui il y a très peu de financement participatif qu'on ne retrouvera pas en boutique derrière. Enfin, je pense, à part les gros trucs, même les sujets type Gloomhaven qui se disaient non, hors de question qu'ils soient en boutique demain, s'y retrouvent à un moment. Du coup, j'imagine qu'il y a forcément, c'est passé d'un côté très négatif à un côté très positif, ou alors je me trompe complètement et ça s'est pas du tout passé comme ça. Il y a un moment où on s'est vraiment posé la question, enfin, il y a plein de choses qui nous posent question, hein, de même que le développement des boutiques sur le net, hein, même Amazon aussi, enfin les GAFA, tout ça, on s'est dit qu'est-ce que ça va faire chez nous. Ça, c'est l'interrogation est toujours là. Pour les financements participatifs, pour le coup, l'inquiétude est redescendue parce qu'on a vraiment suivi ça chez nos clients. L'engouement, le truc vraiment, ils sont partis à fond dessus. Voilà, ils se sont complètement emballés. Et puis le deuxième temps, c'est de dire oh purée, j'ai reçu mon jeu hier. Je l'avais kickstarté il y a 6 mois. Je me rappelle même plus ce que c'était. Et puis il est arrivé, j'en ai même plus envie. Ou la déception par rapport à ce qu'ils reçoivent, ou le truc qui est pas complet, où ils sont obligés de faire 10 000 réclamations. Enfin. On a eu tous les retours possibles et imaginables, et puis jusqu'à la phase où maintenant on nous fait participer, entre guillemets, on nous intègre à ces financements, c'est-à-dire qu'il y a un financement vers le grand public, et puis un financement boutique, où on nous propose nous aussi de kickstarter sur certaines références. On y va du bout des doigts, on en a fait quelques-uns, et puis d'une façon aussi indirecte, parfois on accepte en fait que les clients viennent, en fait que le dépôt se fasse chez nous, ce qui est encore une autre option. Et maintenant en fait on est dans la phase discernement, et je crois que tout ça c'est un petit peu passer en second temps, c'est-à-dire que pour moi, enfin, je me trompe peut-être, hein, parce que pour le coup, j'ai pas travaillé le sujet, enfin, je suis pas très pointue là-dessus, mais j'ai l'impression qu'en fait, le financement participatif, il est idéal sur le milieu du jeu de rôle,
parce que ça reste un milieu, enfin ça s'adresse vraiment. Il a trouvé son public. Et là, pour le coup, alors j'ai eu cette discussion il n'y a pas longtemps, donc j'avais fait des stats pour vérifier ce que je dis, et à la fois le jeu de rôle diminue en pourcentage de vente parce que le reste augmente, mais le jeu de rôle reste en fait en volume, enfin en kilo-euros, reste stable à travers les années, ce qui est très très fort, et moi j'y suis attachée parce qu'on vient de là en fait, hein. Le jeu de rôle c'est je trouve ça très important dans nos magasins, et je suis toujours attachée à ce que ce soit un rayon qui reste chez nous. Mais pour le coup, on a vraiment perdu quelque chose avec le financement participatif, parce que ça correspond tout à fait au public, aux attentes, au retour, parce que le jeu de rôle c'est quelque chose qui demande beaucoup d'implication, beaucoup de conseils, etc. Et là je pense qu'on est moins pertinent. Et je vous parlais de valeur ajoutée tout à l'heure, et je pense que là on l'a peut-être un petit peu perdu dans ce rayon-là. Sur les autres, non, je crois que c'est plus une inquiétude. Rachel, ton sentiment là-dessus, il est identique ? Non, il n'est pas du tout identique. Alors, il faut savoir, justement, quand je suis arrivé, j'avais un gros symbole de l'imposteur. Les gens rentraient et voilà, cherchaient mon opinion sur des jeux qui, en fait, quand je rentrais chez moi et que je regardais, c'était des jeux qui venaient à peine d'arriver en livraison de Kickstarter ou de choses comme ça. Donc des choses qui, même si elles sont destinées à arriver en boutique, arriveront dans 3 mois, 6 mois, 1 an, qui ne seront pas les mêmes exactement, puisqu'il y a toujours des différences de matériel, des différences d'extension, etc., ne seront pas les mêmes. Et alors, ça me demandait beaucoup de travail, d'information vis-à-vis de mes clients, alors que c'est un produit que j'avais pas. Donc je reste quand même vendeuse avant tout, donc il y avait ça qui me dérangeait. Ça, c'est le premier rapport que j'ai eu avec les financements participatifs. Et après, expérience aidant, si on peut parler d'expérience au bout de 2 ans et demi, il y a eu aussi le syndrome de certains éditeurs qui proposent du financement participatif auquel nos clients vont participer, puisqu'ils ont toujours cette épée de Damoclès sur la tête de, au moins si je participe par ce biais-là, j'ai mon stock qui est réservé, et donc ils agissent comme une précommande, et donc c'est des ventes que nous, on fera pas. Et donc c'est vraiment nous faire un pied de nez à nous, boutique, que de passer, en fait, pour moi maintenant la plupart des financements participatifs ne sont que rien d'autre que des précommandes directes entre un distributeur et le client. Mais heureusement ça a tendance à se calmer, parce qu'il y a eu quelques opérations un petit peu coup de poing du GBL suite à quelques événements, et donc maintenant voilà, on essaye de faire quelque chose d'intelligent entre l'éditeur, le distributeur et la boutique pour éviter d'en arriver à ces choses-là. Mais justement, le financement participatif dont parlait Marie-Lucie, où le client peut venir le récupérer en magasin, waouh, ça nous on a trouvé que c'était une très mauvaise idée, parce que le distributeur nous demande de stocker la marchandise qu'il a déjà vendue auprès de ses clients, auprès de nos clients, et en plus pour être rémunéré à 2 € la boîte avec des espaces de stockage impressionnants. Non, c'est pas un joli modèle. Théo, toi, tu le ressens comment, ce côté financement participatif et un impact direct sur le côté ludicaire et ce qu'a évoqué finalement Rachel sur le côté un peu pied de nez qui est fait aux boutiques de la part des éditeurs, ce que je trouve assez véridique comme sensation de mon côté aussi. Ouais, je suis assez d'accord sur ça, et je rejoins aussi Lucie Marie sur l'aspect... À un moment, ça m'a fait peur, comme beaucoup de gens, parce que, encore une fois, je tiens beaucoup aux boutiques, et parce que je pense que c'est un maillon vraiment très très important dans la propagation du jeu de société contemporain, quoi. On a besoin des boutiques, et si on leur enlevait un point important de clientèle par les plateformes de crowdfunding, ça aurait pu être complexe. Et donc à un moment, j'ai eu une vision assez protectionniste à ce niveau-là, de se dire non, en fait, on fait pas un truc où on exclut les boutiques de l'équation.
parce qu'on a besoin des boutiques, et puis parce que je les aime, donc je veux pas qu'on leur fasse du mal, quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que la plupart des projets, du moins ceux que moi je suis sur Kickstarter, sont des projets qui n'auraient pas une pertinence directe en boutique, ou du moins, de toute façon, c'est pas une clientèle qui serait entrée dans une boutique de jeux à un moment dans un centre-ville pour se dire je vais acheter ma compile de 8 bouquins de JDR à 250 € avec l'écran et puis les dés en bois, quoi. Donc j'ai l'impression que sur toute cette typologie de produits-là, au final, c'est pas si négatif que ça passe par les plateformes de crowdfunding. Par contre, de plus en plus, on voit des jeux qui sont des jeux classiques, on va dire, des jeux qui pourraient arriver en boutique de manière tout à fait naturelle, mais qui passent par des plateformes, non pas toujours de crowdfunding, mais parfois en plus de précommande, avec une récupération en boutique. Et là, je trouve qu'effectivement, mais d'un point de vue, pour moi même pragmatique, c'est des éditeurs qui se tirent une balle dans le pied, en essayant de marger un peu plus, en enlevant les boutiques, parfois aussi les distributeurs de l'équation, mais qui vont se retrouver à avoir des jeux qui seront moins portés et moins poussés. Et donc effectivement, demain se dire je fais une campagne de précommande sur mon jeu et je vais peut-être en prévendre 5000, ce qui va m'assurer un peu de confort voire pas mal de confort sur la production, etc. C'est aussi se couper d'une relation forte avec les boutiques et donc avoir un jeu qui va s'installer dans le temps parce que les boutiques vont le porter pendant longtemps aussi. Donc aujourd'hui, moi, si j'ai en tant qu'auteur pur, si jamais j'ai un jeu qui est bizarre, compliqué, quand on a fait Arceus avec la team Kaedama, c'est un jeu que Ankama ne pouvait pas sortir directement en boutique. Ils avaient pas le budget nécessaire, c'était pas possible de le faire, c'est un jeu qui devait passer par une plateforme de crowdfunding. Et de toute façon, à la fin, c'est un jeu qui va coûter cher avec plein de figurines, c'est pas les jeux les plus faciles à vendre en boutique non plus. Donc j'ai pas été dérangé par cet aspect-là. Si par contre demain un éditeur me dit tiens, ton petit jeu de cartes un peu malin ou ton jeu de plateau classique qui va coûter 40 €, on veut passer par une campagne de précommande, ça va me poser problème, et je pense que ça pourrait être un frein de mon côté quant à la signature avec un éditeur spécifique. Et c'est là où je vais me faire un tout petit peu l'avocat du diable sur le côté oui, certains projets de Kickstarter, je vais laisser le côté jeu de rôle de côté parce que je suis très d'accord avec ce qu'a dit Lucie Marie sur ça. Enfin, il y a énormément de projets de jeu de rôle, je pense, qui ne verraient pas le jour sans Kickstarter et donc qui ont peut-être plus besoin de précommande parce qu'il y a plus de choses en amont qui sont faites, ou différemment en tout cas, et que le jeu de rôle est un peu le parent pauvre du côté des jeux de société, à mon sens. Mais il y a beaucoup de jeux de société, de jeux de plateau qui sont financés par Kickstarter dans un premier temps dans des fondations, des créations qui sont énormes et effectivement qui vont monter en prix parce que produit KS, donc du coup, KS, produit financement participatif, pour pas citer que KS, il y a je sais pas, des plateaux spécifiques, des figurines au lieu de pions en carton, ce genre de choses, mais qui derrière ont profité de cette accélération de vente, de précommande, de financement participatif, etc. pour pouvoir sortir une version retail boutique qui sera amoindrie en termes de coûts et qui profite du coup de ce coup de pub pour pouvoir quand même sortir en boutique derrière et qu'on retrouve derrière en boutique. Donc du coup, c'est là où je prenais l'exemple du... Effectivement, quand les financements participatifs ont eu un côté un peu terreur sur le monde ludique, ont finalement maintenant peut-être une période d'accélération parce que il y a beaucoup de jeux qu'on va retrouver en version classique à 40 € sur des étalages de boutique finalement. Oui, moi pour rebondir là-dessus, quand je me disais qu'on l'a fait du bout des doigts, c'est parce que pour pouvoir appréhender le truc, à un moment donné, on a voulu savoir vraiment la taille de ce marché-là. Et la meilleure façon, c'était d'en être le réceptacle un temps. Donc je crois qu'on l'a fait sur 2 titres. Et quand on a vu comment c'était mal foutu, mal organisé, le retour des clients et tout, c'est pour ça quand tu m'as interrogé dessus, j'avais un retour en disant ça va, on n'est plus trop inquiet en fait. On le refera pas parce que c'est ce que tu disais, Rachel, effectivement. Nous notamment, il y en avait un, on a fait... enfin bref, ça a été l'horreur. On s'est pas rendu compte au niveau de ce que ça allait nous prendre comme place, mais voilà, on l'a pas refait. Mais ça nous a plutôt rassurés.
puis de voir qu'en fait c'était pas des clients habituels, qu'il y en a la plupart en fait c'était la première fois qu'on les voyait en boutique parce qu'on leur proposait de créer le compte client, de leur dire du coup je sais pas est-ce que vous avez etc. Enfin on en profitait pour échanger avec eux et c'est pas les mêmes clients. Mais pour rebondir sur ce que tu disais Zéphiriel, oui effectivement je pense que ça a au moins cet effet positif-là, mais pour moi, c'est vraiment dans le milieu du... Alors, je me trompe peut-être dans la perception, mais je pense que c'est régulé maintenant. On est vraiment sur clairement, quand il y en a qui abusent, je vois de quoi tu parles, Rachel, là, c'est l'intérêt du GBL. T'as vraiment une montée de bouclier qui se fait en disant mais vous êtes à côté de la plaque. Et c'est tellement mieux quand t'as un groupement de 180 boutiques qui le dit plutôt qu'une personne qui prendrait même pas la peine de le dire ou qui serait pas écoutée, ça pas les mêmes impacts et il faut en garder voilà, il faut laisser les choses à leur place et je pense pour le coup que c'est plutôt régulé, c'est-à-dire que c'est quelque chose contre lequel de toute façon on ne peut pas se battre, mais on garde notre place et notre valeur ajoutée sur les boutiques. Je voulais juste rebondir, oui, je suis d'accord sur vous, sur des projets très, on va dire, très spécifiques. Je suis d'accord que tout ce qui est financement participatif a complètement sa place, parce que de toute façon, on est peut-être tombé sur quelqu'un que personne n'a voulu éditer, donc rien que les projets d'auto-édition, c'est très bien qu'il y ait du financement participatif. Par contre, ne pas en avoir peur, moi je pense en tant que boutique qu'il faut rester méfiant. Je pense à un éditeur en particulier, que je ne citerai pas, mais qui prévoit dans son catalogue 1 ou 2 systèmes de financement participatif par an qu'il réserve sur ses grosses sorties, et dont une en particulier qui va arriver cette année, qui n'est pas encore arrivée comme ça. Vous pouvez chercher et fouiner par vous-même, qui est juste une simple réimpression. Alors il faudra m'expliquer pourquoi passer en financement participatif précommande directement auprès de nos clients pour une simple réimpression. Ouais, c'est vrai que ça soulève beaucoup de sujets. On réglera pas ici. J'ai l'impression d'avoir une dent contre les financements participatifs. J'ai l'impression que c'est une question qui me taraude et que je réglerai un jour tout seul. On va passer sur le dernier sujet parce qu'on a une petite contrainte de temps pour cet enregistrement. Le lien entre les ludicaires et les auteurs et les autrices. Théo, c'est toi qui est plus impacté par cette question. Je te laisse poser la question et peut-être mieux expliquer ce que tu recherches là-dedans. Ouais, c'était aussi dans l'idée de ramener 6388, qui est le podcast qui parle de création de jeux, vers le lien qu'on peut entretenir, nous les auteurs et les autrices, avec les boutiques de jeux et la manière dont on peut travailler ensemble. J'ai plusieurs choses en tête. C'est dans un premier temps l'impact que peut avoir la communauté locale autour de vos magasins d'auteurs et d'autrices. Moi, j'ai eu la chance de travailler un tout petit peu en boutique à l'époque à Poitiers où j'ai grandi, et vraiment je sentais qu'il y avait un aspect adorable du moment où je présentais Dixit de Jean-Louis Roubira à des clients en leur disant en plus vous savez quoi, la personne qui a créé ce jeu et l'éditeur aussi en l'occurrence, ils sont de Poitiers en fait, ils sont dans la même ville que vous. Il y avait vraiment un truc qui était très agréable parce que ça, directement, les yeux des gens s'illuminaient et il y avait un truc vraiment très très chouette sur ça. Est-ce que, par extension, vous êtes en contact avec les auteurs et les autrices du coin ? Est-ce que vous organisez un petit peu des choses avec elles et avec eux ? Est-ce que c'est quelque chose qui a un impact chez vous ou je me fourvoie un peu ? C'est une grande question. Clairement. Mais vraiment clairement. De toute façon, tu connais le double 6 à Nantes. À Nantes, et dans l'Ouest, on a vraiment un gros vivier d'auteurs. D'ailleurs, je veux pas commencer parce qu'il y en a tellement. Je me suis dit si je commence à en citer, mais bon, on a vraiment un gros vivier d'auteurs. Et toi, quand t'es en magasin, le fait d'avoir cette relation, déjà, ils sont très présents. C'est-à-dire que j'en connais pas. Enfin, si, mais c'est pour la plupart on a un milieu avec des gens plutôt sympas
et adorables. Donc ils sont toujours là pour venir faire tous les festivals, pour faire des animations, pour porter leurs trucs, et ça change tout. Parce que toi, une fois que tu connais l'auteur, une fois que tu connais l'histoire du jeu, une fois que t'as tout, ça change toute ta perception du jeu, et puis t'as vraiment envie de les porter. Donc de la même façon, quand il y en a pas beaucoup, mais quand t'as un auteur qui a une mauvaise répute, bah voilà, ça peut un peu ternir. T'as pas forcément envie de le mettre en avant, etc., ou un éditeur, etc. Mais je trouve, moi, que ça change tout. C'est ce qui fait vraiment la différence. Quand tu prends ton jeu dans les mains, moi je suis assez visuelle, bah, t'as une image, t'as un moment, comme de la même façon où ce que t'as partagé, ce que je vous disais, hein, quand tu présentes un jeu, tu parles de ton expérience avec, et ça fait toute la différence. Bah, de la même façon, quand tu as une relation avec un auteur, ça fait toute la différence. Et il y a pas longtemps, j'ai aidé les boutiques à faire leurs commandes de Noël, donc je leur sors les stats sur ce qu'ils ont vendu dans les 3 derniers mois, ce qu'ils ont vendu au Noël d'avant. Et puis sur la boutique de Rennes, je disais à mon collègue, je disais, bah, dis donc, toi, ton Codex Naturalis, bon d'accord, c'est un bon jeu, mais ça va. Mais il me dit, bah Lucie, l'auteur, il est rennais. Je dis, ah bon, pardon, enfin, ou peut-être pas rennais, mais juste à côté. Et tu vois, j'avais pas tilté, et vraiment, pour le coup, sur la boutique, c'était un jeu qui se démarquait vraiment chez lui plus que chez les autres. Et ça, tu le retrouves dans toutes les boutiques. Vraiment aussi, ouais. J'étais en mute. Rachel, pour toi, de ton côté aussi, il y a aussi une vraie valeur ajoutée sur le lien des auteurs. Alors, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est que surtout quand il y a un auteur toulousain qui sort un jeu, qui vient acheter les premiers jeux d'un auteur toulousain, c'est les autres auteurs toulousains. Il y a on va dire, il y a une forte camaraderie, mais c'est toujours très drôle quand il y a un jeu de Joanne Dufour qui sort, il y a tous ses copains du Malte qui viennent l'acheter. Bon, malheureusement, le magasin étant très petit, on n'a pas ce luxe-là de pouvoir inviter des auteurs, sinon je pense qu'on le ferait avec plaisir, mais le samedi, on a déjà un peu du mal à circuler dans le magasin, donc voilà, on n'a pas cette chance-là de pouvoir faire de l'animation. Mais oui, un léger impact, mais par exemple, quand on parle de Welcome to the Moon, on ne met pas en avant en priorité que ce sont des auteurs toulousains. On dit c'est le jeu à cocher de l'année. C'est un autre moyen, c'est un autre bon moyen de mettre les jeux en avant, effectivement. T'en parlais, moi c'est un truc sur lequel j'ai une relation un peu compliquée sur faire venir des auteurs et des autrices en boutique. Ponctuellement on me propose, et c'est toujours très agréable, j'ai beaucoup de chance que des fois on m'invite à dire hey, est-ce que tu veux pas passer à la boutique, plutôt les boutiques qui sont pas très loin, mais encore une fois, si je me déplace dans une ville, je vais avoir tendance à prévenir la boutique de la ville, rien que pour rencontrer les personnes. Et à chaque fois, je suis toujours un peu dubitatif sur l'impact que ça peut avoir et sur le plaisir que peut avoir une boutique et sa clientèle sur la présence d'un auteur ou d'une autrice, avec une dimension où en même temps je me sens un peu, pas forcé, mais un peu redevable vis-à-vis de mes pairs et de mes collègues auteurs-autrices, de me dire bah si je vais aller dans la boutique, je vais faire une petite après-midi de démo ou de dédicace pour montrer aussi aux clients de la boutique qui vont passer le samedi ou le dimanche après-midi, pour leur dire regardez, les auteurs de jeux ça existe, on ressemble à ça, on est sympa, venez jouer à des prototypes, on en discute un peu et regardez c'est chouette quoi. Je peux vous dédicacer une boîte, tout ça c'est super. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous organisez ? Rachel, t'avais l'air de dire plutôt non, mais Lucie Marie, ça m'intéresse aussi. Et comment est-ce que vous vivez un peu ce rapport-là ? Notamment, et moi c'est un peu le truc en sous-texte, comme il y a rarement une grande foule, quoi. Je pense que même si demain il y a un auteur ou une autrice un peu connu, un peu bankable dans une boutique de jeux, on est loin des files qui peuvent se créer s'il y a un auteur de bouquin ou une autrice de livre qui arrive pour faire une dédicace dans une librairie. Je pense qu'il faut vraiment l'organiser, il faut vraiment Tu sais, je te parlais de différents types, je vous parlais de différents types de clientèle. Le tout venant, ceux qui viennent 2 fois par an à la boutique, ils vont ouvrir des grands yeux, ils vont faire ah oui, ah bon, d'accord, ah c'est lui, etc. Il y a quand même
il faut vraiment l'accompagner. C'est-à-dire que si on te met dans un coin et que on fait pas la poissonnière autour en disant si on fait pas l'animation, si on fait pas, enfin on en a tous vu, hein, même des dédicaces d'auteurs de BD qui sont là des heures à attendre aux tables, etc. Par contre, chez les joueurs, ils adorent ça. Et c'est juste qu'ils osent pas venir vous voir et qu'ils sont parce que le pire, c'est de les voir le lendemain dire il y avait Théo, il y avait machin, j'ai pas osé. Alors il est sympa, il t'a dit quoi, machin. Ils adorent nous entendre en parler, mais eux-mêmes n'osent pas forcément. Moi, je trouve que c'est vraiment c'est vraiment important. Ça fait partie, tu vois, des animations, des choses, du relief du magasin, de vraiment ce qui va lui faire que on n'est pas juste un magasin, on n'est pas juste des vendeurs de jeux, on est des ludicaires et qu'on a vraiment autre chose à apporter. Maintenant, je comprends que ça peut être un peu la corvée pour vous et qu'il faut vraiment l'organiser pour. Mais moi, je trouve ça bien. J'ai envie de raconter une anecdote parce que je viens de dire qu'on ne faisait pas de venir d'auteurs par manque de place. Mais il y a 2 semaines, on a fait une vidéo YouTube qui n'est pas encore sortie, donc spoiler alerte, où on joue à Sandwich. Et donc, on avait invité l'auteur, Christophe Rimbaud, et qui s'est proposé de venir le samedi matin faire des séances de dédicaces. Donc, on a dit pourquoi pas, on a communiqué un minimum parce qu'on n'avait pas de quoi l'héberger correctement en magasin. Et il était tout content, mais c'était très bien parce que quand on conseillait un jeu, on pouvait dire « Hey !» Et il y a l'auteur qui est juste derrière. Oui, c'est aussi l'auteur de Colt Express. Voilà, il a signé quelques boîtes, mais il s'y est éclaté parce que il discutait avec les gens et il nous a demandé « Je peux les conseiller ?» Mais oui, vas-y, fais-toi plaisir, mais si t'as une question, tu reviens vers moi. Et voilà, il s'est amusé à conseiller des jeux en toute honnêteté, comme un ludicaire. C'était un chouette moment. Ouais, je relate à ça 100%. Moi, je me suis retrouvé plusieurs fois, notamment j'ai fait plusieurs animations chez Philibert à Strasbourg, et à être dans un coin de la boutique, à dédicacer 3 boîtes dans la journée. Et c'est déjà formidable, en fait. Moi, j'adore rencontrer des gens, discuter, etc. C'est déjà super. Et puis, forcément, comme t'es pas forcément identifié par les gens, il y a du monde à la boutique, les vendeurs, les vendeuses sont un peu occupés, et puis quelqu'un vient vers toi et te dit « Excusez-moi, on cherche un bon jeu coopératif. » Et là, t'es « écoutez, je suis en fait de... Ah, vous connaissez Ghost Stories ? Alors attendez, bougez pas, il y a ça qui est vraiment chouette. Ah, plutôt narratif. Ah, il y a Andorre, bougez pas. » Et vraiment, moi, je m'éclate à assumer l'espace d'une après-midi et de 4-5 clients cette relation-là, parce qu'elle est vachement agréable pour le coup. Mais on peut conclure en disant, pour les apprentis auteurs ou pour les auteurs et les autrices plus installés qui nous écoutent, prenez contact avec votre boutique locale, allez les voir parce qu'ils sont sympas généralement, et puis organisez du coup une après-midi dédicace si à la place. Vous aurez pas forcément grand monde pour dédicacer des boîtes, mais ça sera déjà très chouette, et c'est l'occasion de tisser des liens encore plus forts. Oui, ce que j'allais dire, enfin, il y a un côté très humain là-dedans, mais c'est vrai que c'est pas forcément... Enfin, c'est une très bonne idée de base quand tu te déplaces, de dire tiens, je vais aller me présenter en boutique, ou les contacter en amont pour essayer de faire un petit truc avec eux à l'occasion pendant quelques heures. Ça reste... C'est pas une démarche que moi j'aurais en tête naturellement, mais c'est vrai que c'est une bonne chose. On va clôturer ici cette émission. On avait encore un sujet ou deux, mais qui font finalement pas forcément faire la rue Michel sur la fin de la mission. Je vais commencer par remercier nos interlocutrices, Rachel et Lucie-Marie. Merci à vous deux d'être passées dans l'émission et d'avoir accepté de venir, malgré toutes les contraintes techniques que ça peut demander de venir. Merci. C'était un vrai plaisir. Oui, merci à tous les deux et merci à toi Marie-Lucie. C'était un chouette moment et j'avoue, j'ai même pas vu le temps passer. Moi, je veux rester encore. Ouais, pareil, la même. On refera ça, promis. Merci Théo, du coup, pour ta participation et pour avoir organisé tout ça encore une fois. Tu es une personne formidable, tu le sais. Ah mais non, c'est toi, et puis merci effectivement à vous trois. Comme d'habitude, en fait, il y a vraiment cette dimension où, en plus, pour la première fois, moi j'enregistre dans mon salon plutôt que dans mon bureau, donc je suis sur un petit fauteuil confortablement installé avec mon chat pas loin, et vraiment je crois que je pourrais passer la fin de ma soirée à papoter avec vous trois avec grand plaisir. C'est vrai que c'est très agréable comme souvent. On essaiera de faire ça en réel à un moment. Oh là là, quand est-ce qu'on pourrait faire ça, dis-moi.
Oh, peut-être au Festival des Jeux de Cannes. Yeah. Éventuellement, ce serait pas mal. Allez. Spoiler alerte. Ok, je vais finir là. Je vous remercie encore une fois tous les auditeurs qui partagent, qui nous parlent, qui nous font des retours sur l'émission. C'est toujours ultra agréable de voir qu'on est écouté et apprécié ou pas. Hein. Vous avez le droit aussi de dire ce qui ne vous plaît pas dans l'émission pour qu'on tente d'en discuter. Je vais fermer l'émission maintenant. Oui, exactement. Prenez soin de vous. On se retrouve pas forcément dans 2 semaines, on va en parler peut-être dans les réseaux sociaux, mais là les prochains mois vont être un peu compliqués pour moi et pour Théo aussi, je le dis. Mais du coup, on va peut-être ralentir un petit peu le rythme de l'émission pour faire des trucs un peu plus cool en début 2022. Voilà, prenez soin de vous, des bisous, à ciao. Et bientôt, bisous. Salut. Bye bye. Fin de transmission.